Alors déjà dans un premier temps, on va voir justement, puisqu'on parlait de se mettre dans la situation, dans la peau d'un hacker, alors il faut savoir qu'effectivement un hacker a priori, ou en tout cas les équipes de hackers sur internet vont avoir deux cibles privilégiées. Donc ça va se séparer en deux catégories. Bien entendu, il va y avoir en fait les large companies, donc les grosses sociétés, les grands comptes, puis les petites sociétés telles que les PME, TPE, etc. Bien entendu, on avait vu aussi que dans les larges compagnies, dans les grandes sociétés, ça va être beaucoup plus difficile finalement de venir hacker le système IT de la société, étant donné que dans les grands comptes, des équipes en fait pour la sécurité vont être dédiées et dispatchées à cet effet. Donc les larges compagnies, dans un autre sens, vont effectivement devoir investir des sous directement en fait dans ces équipes finalement qu'elles vont dédier à leur sécurité informatique. À l'inverse, dans une PME-TPE, effectivement, la TPE-PME ne va pas forcément investir donc dans leur sécurité au préalable, mais plutôt finalement avoir une approche qui va dire on va d'abord permettre à ce que nos applications, à ce que nos workflows se mettent en place et que pour avoir une bonne productivité et une bonne rentabilité. Donc et notamment effectivement pour les TPE-PME parfois la sécurité coûte trop cher. Alors là, on voit un petit dessin, en fait, un petit diagramme effectivement sur le procédé finalement d'un hacker. Donc ça, c'est tiré de Wikipédia. Donc on va voir que le hacker, dans un premier temps, ce qu'il va faire, c'est donc déjà infecter les workstations, donc en fait vos PC directement, les PC d'utilisateurs. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire après avoir infecté ces utilisateurs finalement? Il va pouvoir en fait demander des rançons en menaçant finalement d'hypothétiques grandes cibles, en les menaçant d'attaques finalement sur leur réseau informatique. Et en contrepartie, ils vont leur demander finalement de l'argent. Alors, point de vue d'un hacker. Donc on parlait finalement des grosses sociétés, donc des petites PME, TPE. Alors, déjà pour attaquer effectivement un grand compte, donc en fait on va avoir besoin finalement d'une équipe de hackers complète là-dessus. Ces équipes de hackers généralement, donc ils vont targeter plutôt, en fait ils vont cibler par exemple les cartes bancaires de grands comptes. Par exemple, on peut citer Orange, SFR, des fournisseurs d'accès à Internet par exemple. Ils vont cibler donc les cartes bancaires ou les comptes utilisateurs. Les principales raisons pour lesquelles en réalité les hackers en tout cas attaquent les grands comptes, c'est surtout ensuite pour, après avoir volé ces informations, c'est pour les revendre sur le marché noir. Parce qu'effectivement, ils vont pas avoir forcément besoin, ils vont pas savoir comment l'utiliser finalement ces cartes bleues, et ils vont préférer en fait les vendre ensuite sur le marché noir. Le marché noir en fait qui fait tout simplement des appels d'offres auxquels finalement les équipes de hackers mondiales y répondent. Les inconvénients finalement d'attaquer ce type de grand compte, c'est qu'ils vont avoir... Alors l'avantage d'attaquer ce type de grand compte, c'est qu'ils vont avoir effectivement un grand réseau, et donc qui dit grand réseau, donc multi-sites, plusieurs sites, sièges à travers le monde, et donc finalement ils vont avoir plusieurs points d'accès, points d'entrée sur ce réseau. En contrepartie, l'inconvénient d'attaquer des grands comptes, finalement, c'est finalement que les opérations, c'est une opération déjà assez complexe, étant donné les multiples systèmes de sécurité que pourraient se heurter les hackers. Parce que même s'ils arrivent finalement à rentrer dans des points d'accès, des points d'entrée, on a dit qu'ils étaient multiples dans un grand compte, finalement, il va y avoir toute une série de mécanismes de sécurité qui vont potentiellement s'activer dès l'entrée ou dès l'infection, par exemple, d'une machine. Et donc, finalement, les connexions des hackers, les hackers seront complètement coupés finalement du réseau et auront échoué finalement dans leur tentative.
À l'inverse, pour les small companies, donc les TPE, PME, effectivement, c'est une autre approche pour les hackers. Déjà, en fait, quand il s'agit d'une PME, donc ça peut être un hacker solitaire. Il peut très bien targeter aussi, pourquoi pas, et puis les revendre finalement sur le marché noir. Il va pouvoir par exemple cibler en fait tout ce qui est ressources informatiques, donc les serveurs, vos serveurs de fichiers en interne et compagnie. Les dispositifs, les devices, donc les appareils, ça peut être aussi bien les appareils mobiles, les smartphones, que votre PC portable, votre PC, les routeurs Wi-Fi et j'en passe. Et donc, notamment, après avoir ciblé ces ressources, ils vont aller puiser dans vos documents, images, musique, etc., etc. Les raisons, en fait, d'attaquer finalement une PME pour un hacker solitaire, par exemple, vu que forcément, peut-être que les données ne vont pas être très très importante pour ensuite le revendre sur le marché noir, c'est l'utilisation du CPU. C'est-à-dire, par exemple, un hacker va pouvoir finalement infecter un PC ou un serveur et utiliser la ressource CPU, donc la ressource processeur, pour générer un certain trafic. On peut citer par exemple pour l'utilisation CPU des Bitcoin Generator. Donc en fait, tout simplement, c'est un logiciel malicieux qui va être installé sur un serveur et qui va utiliser toute la puissance du CPU du serveur pour aller venir générer des bitcoins de façon ensuite après à récolter de l'argent bien entendu. Et génération de trafic, donc ça va être, on va voir tout à l'heure, pour les attaques DDoS par exemple ou le spam massif en fait depuis votre réseau informatique infecté. Ils vont pouvoir aussi, notamment, lorsqu'il s'agit de petites PME, pourquoi pas demander des rançons ensuite après le vol de données, par exemple. Donc menacer des petites PME de soit détruire leur serveur ou soit voler leurs données pour récolter de l'argent. L'avantage de cela, effectivement, c'est que le hacker solitaire, par exemple, il va pouvoir attaquer pas mal de dispositifs potentiellement non protégés, étant donné que c'est une PME et comme on l'a dit tout à l'heure, elle va pas forcément investir énormément en fait dans sa sécurité informatique. Et après, l'inconvénient de cela, effectivement, c'est que le hacker, a priori, au préalable, en tout cas, ne va pas avoir toutes les informations sur cette société. Donc, en fait, ça va être une attaque à l'aveugle à la base. Donc, ce qui peut être plus compliqué pour lui que sur un grand compte. Alors bien entendu, vous pouvez comprendre déjà que donc le premier type de hacker, les teams de hackers qui s'attaquent à des grands comptes, c'est ce que vous allez voir tous les jours dans les journaux par exemple. Bon, Anonymous, alors là c'est plutôt des activistes, c'est plutôt dans le champ politique, mais on peut voir aussi des équipes de hackers qui ont volé des fois des grandes quantités par exemple de cartes bleues. Chez des fournisseurs, des grands comptes, etc., etc. Ça, c'est les attaques que vous allez voir dans les journaux. Mais les attaques, bien entendu, dédiées, focalisées sur les PME, TPE, c'est malheureusement des attaques quotidiennes, mais qui ne sont pas relayées dans les journaux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir quel type d'attaque finalement les hackers peuvent cibler dans votre TPE, PME. Alors là, ce schéma-là, en fait, c'est tout simplement à quoi ressemble une PME pour un hacker. Vous pouvez voir que là, le réseau en fait d'une PME TPE va être assez simple. La TPE PME va avoir par exemple donc déjà son DSL routeur, donc son routeur ADSL, firewall, puis un point d'accès Wi-Fi potentiellement. Donc ça, c'est pour les appareils finalement accessibles déjà depuis l'extérieur, étant donné qu'un hacker à n'importe quel moment au final il peut accéder à votre point d'accès Wi-Fi. Encore faut-il ensuite qu'il craque les mots de passe, bien entendu. Et ensuite, on va voir la deuxième sphère en fait, donc qui sont les appareils internes, donc derrière finalement le routeur Wi-Fi et derrière le routeur, qui vont être donc les différents serveurs, vos imprimantes. Les serveurs NAS pour les backups et compagnie, les téléphones IP, pourquoi pas. Alors, le procédé maintenant du hacker,
Dans un premier temps, effectivement, il faut qu'il hack donc un dispositif. Pour cela, ce qu'il va faire, c'est que, étant donné qu'il connaît pas forcément en fait toutes les machines, bien entendu, dans une TPE, PME qui se cache derrière une adresse IP publique, donc il va mener une attaque finalement à grande échelle. Les dispositifs qui sont les moins protégés, donc finalement, vont être hackés en premier. Donc après cette attaque à grande échelle, après l'intrusion du hacker, ensuite ce qu'il va tenter de faire, donc, c'est d'injecter le code. De toute manière, une fois qu'il a généralement le mot de passe d'administrateur du dispositif, il va pouvoir tranquillement ensuite injecter son code. Donc là, vous pouvez voir que dans ce schéma, tous les appareils ne sont pas hackés. Par exemple, il y en a certains, il n'a pas forcément réussi, comme des points d'accès Wi-Fi ou des routeurs. Mais malheureusement pour les autres, donc le code est maintenant injecté. Ce qu'il va pouvoir faire, tout simplement en fait avec ces dispositifs maintenant qu'il a en quelque sorte en sa possession, vu qu'il peut les contrôler grâce au code qu'il a injecté dessus. Donc, je répète, ces dispositifs, donc ça peut être des dispositifs de plusieurs sociétés, etc., qui ont été infectés. Grâce à vos dispositifs à vous, à vos PC, vos serveurs qui sont infectés, il va pouvoir demander des rançons ensuite à des grands comptes disposant par exemple de sites web. Des sites web de e-shopping, des choses comme ça. Donc ce qu'il va pouvoir déjà demander dans un premier temps, il va menacer finalement donc ce grand compte, ce grand site web de e-shopping. Il va leur dire tout simplement, écoutez, vous me donnez des sous, sinon je fais tomber complètement votre site web et il sera complètement inutilisable. Bien entendu, peut-être dans un premier temps, les investisseurs, les propriétaires de ce site web vont dire non, mais on s'en fiche, on ne vous croit pas. Donc effectivement, ils vont potentiellement mener déjà une première tentative, une première vague finalement de requêtes. Donc en quoi consiste finalement cette attaque? C'est tout simplement, il va envoyer une quantité énorme finalement de requêtes, donc on peut parler soit de requêtes HTTP, mais ça peut être des requêtes ping par exemple. Donc il va envoyer des ping en continu depuis les dispositifs dont il a en sa possession, dont il contrôle, vers le site web jusqu'à ce qu'il tombe en panne. Donc après la première vague finalement, un peu pour leur montrer finalement la possibilité, le champ d'action du hacker, si jamais il n'y a pas l'argent sur la table, là à ce moment-là, donc c'est la dernière vague qui va être envoyée. Donc là, c'est ce qu'on appelle le DDoS attack. Le DDoS attack, donc en fait, c'est le même principe, sauf que là, tous les appareils qu'il a contrôlés à travers le monde, à travers Internet, vont maintenant envoyer une multitude de requêtes contre le site web pour le faire tomber en panne. Donc à ce moment-là, tout de suite, vous allez voir que le département IT de ce site web va se mettre en place. Ils vont devenir complètement affolés. Et donc le site web peut généralement, ça peut être de l'ordre de quelques minutes. Mais après, ça peut arriver effectivement qu'il tombe en panne pendant encore plusieurs heures, voire pourquoi pas plusieurs jours. Alors, on a parlé effectivement donc de hack de routeur dans le précédent webinaire. Donc là, on a vu effectivement que dans le précédent webinaire, votre routeur peut être hacké et peut-être pourquoi pas contrôlé finalement pour ces fameuses vagues en fait d'attaques DDoS à travers le monde. Donc le hacker, qu'est-ce qu'il a fait sur votre routeur? Tout simplement, il a déjà injecté un premier code pour pouvoir le contrôler à distance. Et vous avez quelques options en fait qui sont à votre disposition, c'est ce qu'on va voir en fait pour essayer de rétablir finalement, d'enlever le fameux code qu'il y a sur votre routeur. À savoir, donc il y a plusieurs types d'attaques, pas que le DDoS. Donc on va voir qu'effectivement, une fois qu'il a injecté le code sur votre routeur, il va pouvoir mener à bien des attaques de type DNS, comme le DNS propagation par exemple. Mais notamment aussi, pourquoi pas, donc faire tourner finalement des applications sur votre routeur, mais notamment après sur les serveurs ou les machines infectées, pour par exemple utiliser votre réseau comme relais de spam, SMTP.
Donc ça c'est le schéma effectivement qui résume donc votre routeur qui a été hacké, hein, comme on a pu voir finalement dans la précédente session, précédent webinaire. Dans un premier temps, donc votre hacker, on voit sur la gauche, en fait, il a des vulnérabilités. Soit par exemple le device, le routeur n'est pas monitoré, donc il n'y a pas de surveillance automatique du routeur, donc par exemple une remontée d'alerte sur un trafic assez suspicieux. Le routeur en question, donc ça c'est les plus faciles finalement à hacker, hein, pour le hacker. Il a un firmware non patché, c'est-à-dire que le routeur tout simplement n'a pas été mis à jour. Et le routeur, parce c'est un routeur entrée de gamme, vraiment bas de gamme, va avoir une petite quantité de logs. Donc finalement, même si vous allez essayer de voir dans les logs de votre routeur les potentielles attaques qu'il aurait pu avoir, vous n'allez pas avoir une très grande remontée d'informations pour comprendre d'où vient cette panne. Et notamment à cela s'additionne, donc comme on avait vu la semaine dernière, et bien entendu les passwords, hein, les mots de passe effectivement faibles. Les administrateurs qui laissent parfois en fait le mot de passe par défaut à la première installation de leur routeur, les mots de passe faibles, l'ouverture des ports un peu fait à la va-vite, entraînant donc le hack de ce routeur. Alors maintenant, les méthodes. On va partir de l'idée effectivement que votre hacker a été hacké, que votre routeur a été hacké. Dans un premier temps, il va falloir tout simplement, pour enlever ce code-là malicieux, la seule possibilité que vous avez, votre seul champ d'action, ça va être effectivement de remplacer le firmware sur le routeur. Donc faire une mise à jour du firmware et le remplacer. Donc là, on peut voir derrière en fait la console d'administration d'un D-Link. Dans l'encadré vert, en haut à gauche, donc on peut voir en final le modèle du routeur en question, donc un routeur Wi-Fi. En haut à droite, on peut voir effectivement le hardware et notamment donc le firmware là basé sur la version 1.1.32 du D-Link. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le plus simple, c'est d'éviter finalement de faire les mises à jour firmware depuis la console finalement du D-Link, qui est peut-être un routeur vraiment entrée de gamme, mais de plutôt passer en fait par le site web du fournisseur de ce routeur-là. Donc là, qu'on peut voir dans l'encadré rouge, puis d'aller télécharger directement le package d'installation directement sur le site web. Donc là, vous êtes sûr que finalement le firmware que vous téléchargez est bon. Dans le cas, par exemple, où effectivement le code avait été injecté dans le routeur, peut-être que les versions firmware que vous allez télécharger depuis votre console d'administration auraient été erronées tout simplement, ou contrefait par le hacker en question. Et bien entendu, je répète pas assez, mais de changer à nouveau le mot de passe. Et ensuite, après avoir modifié finalement le mot de passe et remplacé le firmware, de revenir quelques jours plus tard, voir effectivement si les choses potentiellement se sont améliorées. Donc une fois que votre dispositif, n'importe lequel, quoi qu'il en soit, a été hacké, donc là on peut voir dans cette courbe finalement, sur la gauche, donc on voit en ordonnée en fait le nombre de requêtes DDoS ou par exemple le spam envoyé depuis l'appareil hacké, et en abscisse donc nous avons la courbe de temps. Dans la courbe de temps, en premier lieu, donc il y a eu le moment où le hacker a injecté le code sur votre appareil et s'en est servi par exemple soit pour représenté par le pic, soit pour envoyer donc sa vague de requêtes DDoS ou soit sa vague de spam. Vous voyez, ça c'est vraiment généralement donc des one-shot, c'est-à-dire que votre routeur ou autre dispositif va être utilisé une fois pour par exemple une attaque à grande échelle, mais automatiquement, comme vous pouvez le voir, ça retombe parce que soit votre fournisseur d'accès à Internet, votre relais SMTP, ont été blacklistés ou vous a blacklisté finalement. Donc potentiellement, après que le hacker ait mené son attaque à bien, donc l'appareil pour lui finalement va être complètement inutilisable étant donné que de toute manière maintenant il est blacklisté. Mais il a pu quand même donc engendrer son attaque.
Deuxième cas, là c'est le cas finalement où le hacker par exemple va utiliser votre appareil infecté mais de manière continue sur le temps. Donc effectivement là ça va être la partie la plus dure à troubleshooter. Comment savoir effectivement si votre routeur a été hacké, si le hacker l'utilise de manière continue et vraiment que spontanément à petite échelle. Donc là, on peut voir effectivement, donc en premier lieu, le device hacké et puis l'utilisation, voilà, qui est vraiment continue dans le temps et vraiment minime. Donc généralement, les raisons pour lesquelles finalement il va l'utiliser de manière assez minime et continue dans le temps, c'est généralement pour faire des redirections DNS, comme on peut voir en haut à droite. Injecter ensuite des applications directement, soit utiliser donc des fois comme SMTP relais pour du spam mais pas à grande échelle, ou des petites attaques DDoS. Maintenant, donc on parlait de redirection DNS finalement. Une des attaques aussi qui est assez courante, c'est ce qui s'appelle donc le DNS propagation. Donc en fait c'est tout simplement le fait que le hacker va venir modifier une fois donc qu'il a injecté, une fois qu'il contrôle finalement votre routeur à distance, il va venir en fait modifier le serveur DNS du routeur pour qu'il redirige vers finalement un serveur DNS du hacker dont il est le propriétaire. Le but du jeu pour lui, c'est que le serveur DNS en sa possession, il va changer finalement l'adresse IP pour certains sites. Par exemple, tous les autres sites vont correctement fonctionner, mais une fois que vous allez essayer par exemple d'atteindre gmail.com, vous allez tomber sur une page finalement qui a été modifiée par le hacker, qui en fait redirige directement vers son propre serveur du hacker. Et là, vous allez entrer votre login et mot de passe. Sans doute que ça va répondre par exemple une erreur ou quelque chose comme ça. Vous n'allez pas comprendre dans un premier temps pourquoi finalement le Gmail ne fonctionne pas. Ce qui est normal, c'est qu'en fait tout est redirigé vers le hacker. Et le hacker maintenant s'en donne à cœur joie effectivement, sans jeu de mots, pour ensuite donc voler vos credentials, donc l'identifiant et le mot de passe. Donc le schéma résume effectivement cela. Donc une fois que par exemple le point d'accès Wi-Fi a été hacké, donc les smartphones par exemple, vous êtes sur votre smartphone, vous essayez de consulter des applications ou aller sur des sites web et taper vos credentials. Et là vous pouvez voir que dans la configuration du smartphone, qui est un iPhone ici, il y a un serveur DNS et ça vous ne le connaissez pas. Donc c'est probablement qu'il a été modifié très certainement donc sur le routeur, donc sur le serveur DHCP qui dessert cette adresse IP. Donc là, on peut voir en fait typiquement depuis une console d'administration d'un routeur le remplacement d'un serveur DNS tout simplement. Donc là, on peut voir dans l'encadré rouge ici que un serveur personnalisé a été demandé en fait comme serveur DNS. Donc là, on peut voir l'adresse IP du serveur DNS finalement du hacker. Et donc le problème c'est que du coup tout dispositif se retrouve avec donc sont desservis finalement, se voit desservir l'adresse DNS du hacker. Alors dans un premier temps, comment on va fixer ce problème là? Encore, vous voyez dans le cadré rouge tout en bas, changez votre mot de passe, encore une fois. Donc pour changer de ça, tout simplement, il va falloir soit remodifier en fait le serveur DNS. Donc là, on peut voir qu'à gauche, ici, on a plutôt choisi les DNS de Google. Alors bon, je privilégie pas forcément ça parce que les DNS de Google, généralement, ils ont des trackers. Donc déjà que Google fait pas mal de surveillance web, ça serait dommage de leur donner encore plus cette possibilité. Ou soit tout simplement demander le DNS de votre AISP, donc votre fournisseur d'accès à Internet. Donc c'est la seule possibilité effectivement là, c'est d'aller remodifier tout bêtement le serveur DNS. Alors ça c'est un site web qui, pour les curieux effectivement, qui peut être assez intéressant là-dessus. Donc ça c'est un bon site pour connaître en fait les différentes vulnérabilités, en tout cas les plus connues pour les différents routeurs qu'on peut retrouver sur le marché.
Donc on peut voir certains, on peut citer, qu'est-ce qu'on peut citer là-dessus? Finalement Cisco, hein, du D-Link comme on a vu. On a même certains routeurs comme la Freebox d'ailleurs, par exemple. Alors il n'y a pas de Livebox dessus, mais je crois que sur d'autres sites effectivement on peut trouver des vulnérabilités. Donc ça c'est des vulnérabilités qui sont recensées finalement le jour 1, hein, ce qu'on appelle le 0 day finalement, la première fois donc que cette vulnérabilité a été recensée. Donc effectivement la plupart du temps c'est patché assez rapidement. Alors je dis assez rapidement, mais c'est ce qu'on va voir des fois pas assez rapidement par les fournisseurs. Donc potentiellement vous pouvez très bien retrouver des routeurs avec une ancienne version de firmware, et du coup ce site va pouvoir vous permettre de voir toutes les vulnérabilités de cet ancien firmware. Donc on parlait tout à l'heure des vols de mots de passe, par exemple pour un public Wi-Fi. Alors là c'est tout bêtement effectivement ce que fait quasiment tout le monde, hein, au jour d'aujourd'hui. Vous allez à votre club de gym, dans un restaurant ou dans un hôtel, et donc finalement vous allez utiliser le point relais Wi-Fi gratuit que l'établissement met à votre disposition. Le problème dans cela, c'est que si jamais finalement le point Wi-Fi de cet établissement a été malencontreusement hacké, avec un code injecté dessus, et que le DNS par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, le DNS propagation et le serveur DNS a été modifié, alors à ce moment-là le hacker peut se donner à cœur joie parce qu'il va recevoir une multitude gratuitement de mots de passe des différents utilisateurs qui se connecteraient donc sur ce public Wi-Fi. C'est pourquoi effectivement il faut vraiment essayer de minimiser dès qu'on est sur un Wi-Fi public d'entrer des mots de passe. Maintenant on va voir finalement plutôt le segment serveur. Dans un premier temps effectivement donc votre dispositif, quelconque appareil, votre serveur par exemple a été hacké, ou un PC a été hacké ou est vérolé tout simplement, on va voir les différents symptômes et on va faire un parallèle avec la vie réelle. Dans un premier temps, donc vous allez chez le médecin. Les symptômes en fait que le médecin peut venir détecter, c'est par exemple un rythme cardiaque qui va être anormal. Le parallèle qu'on peut faire, l'analogie, on va le faire avec le processeur, avec la charge CPU finalement qui va être anormale, donc on va avoir des pics à 100% du CPU, on va pas comprendre pourquoi. Un autre parallèle qui va être par exemple la pression sanguine. Votre pression sanguine sur un PC, ça va être plutôt finalement le trafic réseau, hein. Donc un trafic réseau irrégulier, vraiment continu, avec des pics, etc. Parfois sur un PC, donc vous allez rencontrer finalement un comportement assez étrange avec des applications qui s'ouvrent dans tous les sens, qui va engendrer donc des lenteurs sur votre poste. On va pouvoir faire le parallèle par exemple avec des maux de tête. Et notamment si jamais vous êtes enrhumé, donc vous avez le nez complètement bloqué, là on va avoir effectivement des congestions au niveau du réseau, donc ça peut être finalement un accès par exemple à un serveur des fichiers qui va être très très lent, etc. Donc c'est à ce moment-là qu'on va avoir une congestion sur le réseau. Donc ça c'est pour les symptômes. Alors je reviens là où je voulais aller. Maintenant, on va voir effectivement comment analyser finalement, comment répondre finalement à ces symptômes-là. Donc chez le médecin, tout simplement, il va prendre un échantillon de votre sang, une prise de sang. Ce que va pouvoir faire en fait le tech IT sur votre appareil, c'est tout simplement déjà procéder à un scan des différents dispositifs, donc un scan antiviral, hein, tout simplement. Etc., etc. Votre docteur ensuite il va établir un diagnostic et pour le département IT sur le poste aussi il va établir un diagnostic effectivement avec la quantité par exemple de virus qu'il a trouvé, l'espace disque libre encore sur la machine, etc., etc. Maintenant, on va voir comment les optimiser, en tout cas, grâce à des outils qui sont à votre disposition gratuitement sur Internet, en fait, pour vous aider finalement tout
tout simplement continuellement dans cette lutte antivirale. Alors ça, c'est des logiciels gratuits qui sont vraiment très puissants, qui sont d'ailleurs assez connus sur Internet. Donc on peut retrouver Hijack 10, un super anti-spyware. Un des plus que j'utilise le plus, moi personnellement, c'est ADW Cleaner, donc qui est un anti-spyware. Spybot aussi notamment on peut voir. Niveau vraiment malware virus, donc on a Malwarebytes qui va faire des scans assez puissants. Et on va avoir aussi notamment ComboFix. Alors ça on va voir tout de suite. ComboFix, donc c'est ça. Donc là, vous pouvez voir qu'effectivement, c'est une fenêtre pas très sexy là-dessus. Hein. On a l'impression que c'est un peu que des commandes DDoS, effectivement, donc c'est uniquement en ligne de commande. Mais ComboFix, c'est un des plus réputés, en tout cas sur Internet, pour la suppression de malware. Alors, il va pas forcément avoir une base de données antivirale vraiment très très large, mais par contre vous êtes sûr que s'il détecte un malware, il va complètement le supprimer de votre ordinateur, étant donné qu'il va pouvoir faire un scan déjà au démarrage de l'ordinateur et scanner cela. Moi j'ai effectivement un cas dans la vie de tous les jours personnel où ComboFix il y avait un malware, impossible de le supprimer, même avec quelconque antivirus, même avec un scan de Malwarebytes, et il a réussi à l'enlever uniquement avec le ComboFix, avec le scan directement au démarrage de la machine. Donc je vous invite, pourquoi pas un jour à le tester, effectivement, si vous pensez probablement que des malwares n'ont pas été détectés ou n'ont pas été correctement supprimés par un antivirus lambda. Payant, version business, vous pouvez tenter ComboFix, il y a de grandes chances qu'il le supprime entièrement. Super anti-spyware, donc ça c'est plutôt pour tout ce qui est anti-spyware, très facile à l'emploi, donc n'importe qui en réalité effectivement peut l'utiliser, ça peut être même l'utilisateur lambda, étant donné qu'il y a juste des simples boutons là-dessus, donc avec un simple bouton, il va pouvoir lancer tout simplement un scan anti-spyware pour venir déceler donc tout ce qui est pop et tout ce qui est tout simplement les spyware, les petits chevals de Troie ou tout simplement tout ce qui est application non voulue, en tout cas sur le poste, telles que les publicités, les Google, les toolbars par exemple, les fameuses barres d'outils qu'on voit qui se greffent de plus en plus sur les navigateurs. Donc ça c'est l'approche au niveau sécurité. Comment finalement, quels sont les outils finalement qui sont à votre disposition pour venir en fait déceler ces PC qui sont infectés. Donc on vient de voir les outils mis à votre disposition pour tout ce qui est PC, donc tout ce qui est workstation, donc PC post utilisateur. Maintenant on va voir certains outils maintenant qui vont être plutôt dédiés aux serveurs. Les serveurs qui vont bien entendu nécessiter pas les mêmes outils. Alors avant cela, on va parler effectivement des différentes vulnérabilités, par exemple router, qu'on était sur le site tout à l'heure, router Pwn. Donc on va voir effectivement le cycle de vie d'une vulnérabilité, de la découverte d'une vulnérabilité. Donc dans un premier temps, on voit dans l'échelle de temps le premier point noir, on voit donc effectivement ça c'est la découverte finalement de la vulnérabilité. Une fois qu'elle a été découverte, vous pouvez voir qu'il y a quand même un certain laps de temps où finalement donc les hackers vont pouvoir exploiter cette vulnérabilité avant d'être patchés. Donc ça après tout dépend du fournisseur. C'est pourquoi moi de mon côté, si par exemple on part d'un fournisseur de routeur, firewall, etc., effectivement il va peut-être vous dire que bah écoutez moi j'ai un routeur pas cher, je vous offre un débit de bande passante conséquent, regardez mon matériel est assez puissant, etc. Mais
il faut pas faire l'impasse justement sur la qualité, j'ai envie de dire, logicielle et surtout le suivi logiciel, le suivi firmware de notre fournisseur routeur, qui est probablement en réalité la plus importante. Parce qu'on peut voir effectivement peut-être des routeurs entrée de gamme, mais assez puissants, hein, qui peuvent vraiment avoir une rivalité avec des routeurs reconnus sur le marché, mais finalement après le suivi firmware derrière ne va pas être forcément présent. Donc effectivement à ce moment-là, donc l'exploit, donc il y a un exploit finalement de cette vulnérabilité jusqu'à un moment où finalement les bases de données antivirales vont détecter cet exploit et donc il y a une signature dans la base de données antivirale de ces anti-malwares qui va être ajoutée. Et ensuite, en dernier lieu, vient le patch finalement du fournisseur. Même après donc l'ajout dans la base antivirale, le patch du vendeur. Donc on peut voir qu'il y a quand même un espace-temps qui est quand même assez conséquent systématiquement entre la découverte de cela et au moment où le fournisseur décide ou développe le patch qui va couvrir cette vulnérabilité. C'est pourquoi généralement, quand un fournisseur sort un patch, par exemple, pour la correction d'une vulnérabilité, vaut mieux l'appliquer immédiatement le jour 1. Parce que vous ne pouvez pas savoir forcément, vous allez penser que, bon, bah ok, le fournisseur il a développé un patch pour couvrir cette vulnérabilité, je vais le faire d'ici quelques semaines, oups, j'ai oublié, bon, je le fais d'ici 2 mois, c'est pas très grave. Mais il faut savoir que cette vulnérabilité, peut-être qu'elle a été déjà détectée quelques mois vraiment plus tôt. Alors là, on parlait de vulnérabilité, donc on peut voir les différentes vulnérabilités qui ont été recensées par exemple en 2014. Dans cette liste à gauche, là on peut voir par exemple que Internet Explorer, donc en 2014 il y a eu 243 vulnérabilités détectées, ce qui est quand même effectivement pas mal. On peut voir Mac OS X, donc Linux derrière. Vous pouvez penser en lisant cette liste que par exemple vous pouvez vous dire Internet Explorer apparemment c'est pas très sécurisé, ou encore Mac OS X, même le Linux kernel 133 vulnérabilités découvertes en 2014. Mais vous allez voir qu'effectivement ce n'est pas cette liste-là, le nombre en fait de vulnérabilités découvertes n'est pas représentatif finalement de la qualité du software. Parce qu'on peut voir sur la droite, par exemple, on peut voir que Flash Player, donc sur la liste de gauche, a 76 vulnérabilités, comme on peut voir dans l'encadré gauche, donc qui est quand même un cinquième finalement des vulnérabilités d'Internet Explorer. Mais on peut voir que les vulnérabilités les plus sérieuses, finalement, les plus dangereuses qui ont été découvertes, sont surtout sur le Flash Player, malgré le total finalement de vulnérabilités découvertes qui peut paraître assez bas dans un premier lieu. On peut voir là effectivement en février, donc il y a eu deux failles de sécurité dans Adobe Flash Player qui ont été découvertes, donc potentiellement très dangereuses. On peut voir en février, il y en a même 3, notamment en avril encore une autre. Donc on peut voir que voilà, c'est pas représentatif le total de vulnérabilité en tout cas. Maintenant, donc qu'est-ce que Flash Player? Je pense que vous savez tous qu'est-ce que Flash Player au final. Donc c'est tout simplement l'outil qui va vous permettre de lire des vidéos sur les différents sites web que vous allez visiter. Donc dès que vous allez voir une vidéo qui va tourner sur le site web, qui peut être même une publicité des fois, donc sur le lecteur vidéo des fois d'un site web, ça peut être même tel que YouTube, hein. Vous allez pouvoir voir des publicités, etc., etc. Et donc ces vulnérabilités finalement vont être patchées régulièrement parfois donc par Adobe Flash Player. Donc vous connaissez sans doute d'ailleurs le fameux pop-up de ces vulnérabilités, enfin des mises à jour pour des vulnérabilités de Adobe Flash Player. Donc vous avez un petit pop-up comme ça un peu semi-automatique, donc vous invitant à procéder à la mise à jour. Le problème de ce mécanisme en fait de pop-up qui s'ouvre vous demandant cette mise à jour, c'est qu'un site en fait, c'est qu'un site web peut éventuellement déclencher ce pop-up justement par le biais du code de son site web que vous êtes en train de visiter.
Donc par exemple, vous allez sur un site web disposant d'une vidéo, vous allez lancer la vidéo, le site web peut reconnaître le firmware qui est installé sur votre ordinateur. Si jamais il est trop ancien, par exemple, pour lire cette vidéo, il peut vous lancer donc le pop-up de mise à jour de Adobe Flash Player. Par exemple, une publicité, parce qu'il faut savoir que généralement les vidéos qui sont diffusées sur des sites web, par exemple, donc elle peut avoir une publicité en amont et finalement les publicitaires donc qui vont vendre ces publicités vont dire au site web par contre on va diffuser vos publicités, donc on va vous payer finalement pour que vous puissiez pour que nous puissions plutôt diffuser nos publicités sur votre site web. Par contre il faut que finalement l'internaute la voit. Donc si jamais l'internaute avait une ancienne version d'Adobe Explorer, de Adobe Flash Player qui ne permettent pas la diffusion de ces publicités, donc systématiquement le contenu par derrière va être bloqué. Donc il faut savoir que ce réseau de publicitaires en fait, parce que les publicités qui vont s'afficher sur les différentes vidéos de différents sites web comme ça, en fait généralement c'est condensé en plusieurs réseaux publicitaires, donc qui vont diffuser finalement ces publicités à travers les vidéos. Le problème de ce réseau de publicité qui diffuse cela dans les vidéos, c'est que, comme vous l'avez compris, c'est un réseau et donc n'importe quel réseau de toute façon peut être hacké. Si jamais un réseau de publicité, de diffusion de publicité se fait hacker, alors là, à ce moment-là, les hackers peuvent se donner à cœur joie, étant donné qu'ils peuvent commander votre Adobe Flash Player à distance, par le biais en fait de ce fameux pop-up, et donc vont potentiellement en fait pouvoir lancer comme ça des mises à jour automatiques sur des postes utilisateurs, installant, comme vous l'avez compris, en fait, en réalité, pas vraiment la mise à jour de Adobe Explorer, mais des virus. C'est pourquoi, dans cette situation, après ça passe vraiment par l'éducation des utilisateurs. C'est pourquoi je vous recommande pas spécialement en fait d'effectuer des mages de Adobe Flash Player depuis ce pop-up. Ça, vous pouvez le dire effectivement à vos utilisateurs, mais de plutôt passer par le site web de Adobe Flash Player. Donc de passer par le site web en s'assurant une fois encore que le certificat, encore une fois, est valide. Donc ça, vous pouvez cliquer sur le petit cadenas de get.adobe.com et voir effectivement si le certificat SSL dans un premier temps provient bien de Adobe et est bien signé par une autorité externe, et donc d'aller télécharger le firmware, la nouvelle version de Adobe Flash Player directement depuis le site. Donc on résume effectivement le réseau d'une PME. Donc on va considérer qu'effectivement quasiment toutes les sociétés, les TPE, surtout les TPE, vont avoir un flat network. Donc c'est ce qu'on disait finalement la semaine dernière lors du précédent webinaire, c'est que tous les dispositifs en fait sont à un même niveau. Il va y avoir un seul segment. La semaine dernière, donc on disait effectivement qu'il va falloir séparer finalement ces différents segments. Donc avoir un segment workstation, avoir donc pour vos postes utilisateurs, avoir un segment devices. Donc ça peut être les imprimantes, les serveurs NAS, les téléphones IP, les caméras, etc. Et pouvoir segmenter ce réseau de façon à ce que, par exemple, si jamais un ordinateur veut communiquer avec une imprimante, il doit absolument du coup repasser par le firewall. Et donc repasser systématiquement par des scans, firewalling, etc., etc. Maintenant, ce qu'on va introduire aujourd'hui, effectivement, c'est le fameux server segment. Donc là, c'est le segment qui va regrouper tous les serveurs, donc toutes les ressources IT finalement que l'on doit protéger. Donc, dans un premier temps, une fois que vous avez créé donc votre segment serveur, il va falloir le monitorer. Donc, c'est-à-dire il va falloir le surveiller, ce segment-là, donc surveiller les différents appareils, les différents serveurs que compose ce segment. Et dans un premier temps, surveiller par exemple le trafic réseau de ce serveur-là. Donc là, en bas, on peut voir finalement la courbe lambda finalement du trafic d'un segment serveur.
Donc là, on peut voir que essentiellement, c'est beaucoup de petits pics avec une certaine moyenne finalement. Et donc ça va être finalement le trafic moyen, le trafic général que vous avez pu observer sur votre segment serveur. Le principe d'avoir comme ça une surveillance de ce trafic-là, c'est que après, au bout d'un moment, vous allez le connaître par cœur, tout simplement. C'est que là, vous allez voir effectivement, bon bah là j'ai des pics effectivement qui doivent certainement provenir d'une utilisation assez forte des utilisateurs à un moment T. Et donc systématiquement, étant donné que les utilisateurs ils ont leur cycle de vie quand même aussi, pareil que les serveurs, vous allez pouvoir en fait finalement connaître ce trafic réseau un peu par cœur. Et dès que vous allez avoir une attaque, forcément vous allez sans doute avoir finalement un trafic réseau qui va être pas le même, peut-être des pics, et pourquoi pas même après vraiment des pics continus sur la durée, etc. etc. Pour cela, en fait, vous avez pareil en fait que pour les workstations, certains dispositifs, applications gratuites qui sont disponibles sur Internet pour l'analyse justement de ces courbes serveurs. Dans cette analyse, donc on parlait du trafic réseau, mais bien entendu ces outils vont vous permettre aussi notamment de pouvoir analyser par exemple la charge CPU des différents serveurs, les applications qui sont installées dessus, etc. Les applications qui tournent aussi notamment, qui sont exécutées sur ce serveur, etc., etc. Et ces outils vont vous permettre aussi, surtout après avoir collecté ces informations, d'imposer finalement des alertes. Donc, on parlait par exemple du trafic réseau que vous connaissez par cœur. Par exemple, on peut estimer, je sais pas, vous avez un débit réseau du segment serveur qui est en moyenne à 500 kilooctets par seconde, et donc pourquoi pas, on va pouvoir émettre l'hypothèse de mettre une alerte en me disant bon bah voilà, si ça dépasse cette valeur, cette moyenne là finalement de trafic débit, je veux recevoir une alerte. À ce moment-là, comme ça, vous avez vraiment le segment serveur qui va être monitoré de façon assez homogène, et vous allez avoir toutes les remontées d'alerte que vous avez préalablement mis en place dans le cas effectivement d'une potentielle attaque de serveur. Donc je parlais premièrement donc la surveillance effectivement de ce segment serveur, mais il y a aussi un autre outil en fait qui va être nécessaire et qui va être utilisé. Donc c'est les sondes. C'est les sondes IDS, IPS. Donc l'IPS, intrusion prévention système, et l'IDS, intrusion détection système. Ça c'est un dispositif, un outil qu'on peut retrouver par exemple sur Carrier Control et sur la plupart des routeurs firewall. Donc le procédé c'est juste un scanner qui va analyser en fait tout le trafic entrant et sortant provenant des différentes interfaces. Donc une interface qui peut être tout simplement un segment et potentiellement par exemple le segment serveur qui est relié à une interface. Tout ça donc pour s'assurer que le trafic n'est tout simplement pas malicieux. Et en quoi consiste ce scan? Du coup, en fait, tout le trafic va être analysé, et par exemple la source destination, donc c'est-à-dire l'adresse IP source de ce trafic, de ce paquet par exemple, et la destination, donc ça va être pris en compte. L'adresse IP range, donc ça c'est la plage IP réseau qui est utilisée par exemple en destination ou en source pour ce trafic, mais ça va être aussi par exemple le nombre de requêtes effectuées. Ça va être notamment les packet shape. Alors ça en fait c'est tout simplement la forme des paquets, savoir s'ils respectent en fait le standard des protocoles finalement, et le nombre de paquets envoyés reçus. Alors il va scanner en fait tout ce trafic là, et alors en sachant que donc il va être comparé ensuite, il va le comparer finalement à une base de données. Donc par exemple s'il voit un paquet SMTP, il va analyser ce paquet SMTP et va le comparer avec par exemple un réel paquet SMTP standardisé qui respecte les normes. Mais notamment par exemple le nombre de requêtes, par exemple si vous envoyez un mail et qu'il voit qu'effectivement vous envoyez un mail mais un trop grand nombre de requêtes SMTP pour ce mail là, pour ce trafic là, c'est peut-être assez suspect.
Donc cette base de données, ce comparatif en fait sur lequel il va se baser, tout ça c'est défini par des experts en sécurité informatique en fait à travers le monde. Et toutes ces connaissances vont être concentrées finalement dans cette base de données, et cette base de données qui sont ni plus ni moins en fait que des règles qui ont été mises en place. Donc si une règle est matchée finalement par un certain trafic, par exemple une règle concernant un certain trafic malicieux HTTP, si un trafic de votre réseau va matcher cette règle, alors systématiquement c'est à ce moment-là que l'intrusion détection système va se mettre en place et va venir tout simplement bloquer ce trafic. D'où l'importance d'aller vraiment segmenter de votre réseau informatique. Donc avoir le segment workstation, le segment PC utilisateur, le segment plutôt dispositif, les différents dispositifs que vous pouvez retrouver sur votre réseau, et le segment serveur, de façon à ce que les trafics entre ces segments soient systématiquement en fait scannés par les sondes IDS et IPS. On peut citer par exemple, je parlais tout à l'heure par exemple d'un trafic malicieux HTTP, mais on parlait tout à l'heure des DDoS. Donc concrètement ça, votre IPS IDS va faire office de anti-DDoS, parce que dès qu'il va voir par exemple un certain nombre de requêtes conséquents qui va sortir de votre réseau informatique ou y rentrer, pourquoi pas, à ce moment-là, pareil, il y a certainement une règle qui va s'activer anti-DDoS sur votre IDS et qui va venir bloquer ce trafic-là. Alors, après, ce que vous pouvez effectivement me demander potentiellement, c'est que les sondes IPS, IDS, maintenant, il y en a quasiment sur tous les routeurs. La différence avec une sonde IDS ou IPS d'un routeur entrée de gamme ou bas de gamme, c'est que tout simplement la base de données, donc des règles qui matchent, comme on a dit, les ID rules pour les IPS, vont être tout simplement embarquées directement inscrits dans le code, dans le firmware finalement de ce routeur-là. Le fait que ça soit embarqué, c'est tout simplement qu'il n'y va pas avoir de mise à jour. Donc la principale qualité finalement d'une sonde IDS est surtout qu'elle est finalement une base de données qui se met à jour automatiquement, ce qui est le signe finalement d'un IDS IPS de bonne qualité, de façon à ce que les vulnérabilités soient couvertes finalement le plus rapidement possible par vos sondes. Donc le webinaire touche à sa fin. Donc effectivement ça c'est le résumé du webinaire d'aujourd'hui. Donc on a vu, si jamais votre routeur se fait hacker ou si vous avez des suspicions, remplacez le firmware, donc retéléchargez le firmware et puis donc faites un flash tout simplement de votre routeur. Pour ce qui est le segment devices, donc vous avez les scans antivirales, évitez un maximum de du segment devices, par exemple les caméras web, les serveurs NAS qui n'ont pas forcément besoin d'accès par exemple au segment workstation, donc établir finalement des règles de trafic sur votre firewall de façon à vraiment minimiser. Le but du jeu c'est vraiment de minimiser au maximum finalement le trafic réseau entre ces segments. Il faut vraiment en fait autoriser vraiment le trafic nécessaire au bon fonctionnement de votre entreprise entre les segments et bloquer tout le reste du trafic. Pour le segment workstation, donc on a vu les différents outils qui sont à votre disposition, et puis enfin donc pour le segment serveur, donc le monitoring de serveur qui est j'ai envie de dire indispensable avec la